Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Un mauvais genre dont Edgar Allan Poe sera l'hôte unique en cette soirée, et ce à l'occasion de son bicentenaire dont l'année s'achève et des nombreuses fictions que lui a consacrées et lui consacrera France Culture entre le 29 novembre dernier et le 2 janvier 2010. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre et bienvenue à Edgar Poe. L'année s'achève et son centenaire est évidemment plus que jamais d'actualité et France Culture a décidé de fêter dignement l'événement avec toute une série d'adaptations. Elles sont signées notamment de Xavier Mauméjean, que je salue, qui est venu nous voir pour Lilliputian et qui revient pour Edgar Poe, notre père à tous, et Pierre Sange, bonsoir, qui était venu nous voir pour un livre qu'il a fait autour d'Hollywood avec Nicolas de Crécy. Exactement. Absolument. Alors effectivement, vous avez signé une ou plusieurs adaptations, on peut les donner. Donc le 29 novembre, on a pu entendre le Hop Frog de Xavier Mauméjean. Tout à l'heure, c'était la chute de la maison Hucher, dont notre ami Pierre Sange a diligenté les effondrements et dont Michel Sidorov a organisé, comme pour Hop Frog d'ailleurs, le chantier. Le 6 décembre, donc après-demain, eh bien, c'est le Scarabée d'Or, Xavier Mauméjean, avec Myron Merson. Voilà. Au pilotage. Et le 26 décembre, ce sera donc le système du docteur Goudron et du professeur Plume, toujours Xavier Mauméjean, voilà, avec Michel Sidorov de nouveau. Et le 2 janvier, eh bien, les aventures sans pareil d'un certain Hans Pfaall, adaptation et réalisation cette fois tout seul de Michel Sidorov. Donc voilà quand même beaucoup d'événements radiophoniques qu'il nous fallait évoquer, et ce bien évidemment en présence de Michel Murger, que je salue, qui vient de se matérialiser sous vos yeux, messieurs, comme de bien entendu. Alors effectivement, Edgar Poe, il y a un certain nombre de volumes qui sont parus cette année dans le secteur universitaire, mais il y en a 3 que je voulais tout spécialement signaler. D'abord, les éditions, et non plus la revue Le Visage Vert, ont publié un inédit en français de Hans-Heinz Severs, le grand conteur fantastique, l'auteur notamment de L'Araignée, qui s'appelle Edgar Allan Poe. On verra avec vous, Michel Murger, à la fin de cette émission, quel est le Poe de Hans-Heinz Severs. Les éditions Glyph viennent de sortir une anthologie auquel ont participé pas mal d'auteurs, dont Xavier Mauméjean, dirigé par Richard Combalot, préfacé par Georges-Olivier Château-Renaud. Ça s'appelle Les derniers jours d'Edgar Poe. Et puis alors un livre qui est quand même tout à fait sublime, un livre illustré, Lou Reed, Lorenzo Mattotti, ni plus ni moins, Le Corbeau. Il s'agit de l'opéra rock, une espèce de grand spectacle théâtral qu'avaient conçu Lou Reed et Bob Wilson autour de Edgar Allan Poe. Et le livret en est publié, donc texte original et traduction française, entièrement illustrée de façon absolument sublime par Lorenzo Mattotti, et ça au Seuil, dans la collection Fiction dirigée par Bernard Comment. Et je signale même que les illustrations seront exposées à la galerie Martel à partir du 18 novembre, donc Le Corbeau d'Edgar Poe, Lou Reed, Lorenzo Mattotti, autre événement. Mais ce soir, c'est plus spécifiquement donc les rencontres, les noces de foudre entre Poe et la radio que nous allons évoquer, et ce, avec donc toute cette série d'adaptations. Mais avant cela, un petit peu de musique. Bien évidemment, j'ai cherché des compositeurs ou des œuvres inspirées d'Edgar Poe. Alors, il y en a qu'on cite souvent, notamment Debussy. On a souvent fait écouter un mauvais genre. Mais là, j'ai choisi tout à fait autre chose. Il s'agit d'une œuvre de Sir Eugène Goussens, connu également comme chef d'orchestre. C'est son Fantasy Concerto, inspiré par Le Diable dans le beffroi d'Edgar Poe. Et on en écoute le deuxième mouvement. Fantasy Concerto de Sir Eugène Goussens, inspiré par Le Diable dans le beffroi d'Edgar Poe. C'est pas spécialement poesque, Xavier Mauméjean. Si on fait écouter ça sans vous signaler aucune inspiration, on pense pas plus particulièrement à Edgar Poe. Non, on pourrait penser à Jean Ray, par exemple, une bonne ducasse flamande, fantastique du Nord aussi, oui. Ah, c'est une musique post-romantique, Pierre Sange, c'est vrai, qui est pas spécialement fort. Le climat fantastique est un petit peu diffus, mais enfin là, c'est Le Diable dans le beffroi, c'est pas la maison Hucher. Non, mais l'intérêt, c'est que toutes les interprétations sont libres. Voilà. Ça, c'est l'avantage. C'est peut-être ce qui pouvait attirer Edgar Poe dans la musique, c'est le côté très analytique, parce que c'était quand même un homme, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui était très porté sur l'analyse et sur la raison, plus parfois que sur le fantastique. Et puis le fait que la musique, c'est, quand on l'écoute, c'est de l'émotion pure, c'est de la sensation pure, et c'est peut-être aussi ce que lui cherchait quand il théorisait sa littérature comme une littérature de l'effet à produire sur un auteur.
sur un lecteur. Pardon. Alors avant justement d'ouvrir ce dossier de l'adaptation d'Edgar Poe, justement avec vous messieurs, on va peut-être écouter quelqu'un qui a fait ses preuves dans le domaine, c'est Roger Corman. Roger Corman avait été l'invité de l'étrange festival, entre guillemets, manifestation à Strasbourg. Et à ce titre, Nicolas Stanzik, qu'on avait reçu à cette émission Mauvais Genre pour son livre sur la Hammer, eh bien Nicolas Stanzik avait rencontré Roger Corman, l'avait interrogé sur ses adaptations de Poe notamment. Et voilà ce qu'il avait pu entendre, justement, touchant cette question, adapter Poe. Nicolas Stanzik, Roger Corman. Qu'est-ce qui était le plus complexe dans le travail d'adaptation d'Edgar Allan Poe? Dans quelle direction avez-vous travaillé avec Richard Matheson et vos autres scénaristes pour adapter Poe? La chose probablement la plus difficile pour ce qui est d'adapter les nouvelles d'Edgar Allan Poe est que ce sont des histoires très courtes, parfois seulement 2 ou 3 pages. L'essentiel de notre travail avec Richard Matheson était donc d'élaborer à partir de ces 2 ou 3 pages une histoire, et généralement d'utiliser ces 2 ou 3 pages comme troisième acte, d'inventer les événements avant que l'histoire ne prenne place, et d'essayer de maintenir l'état d'esprit général de Poe pour maintenir une véritable unité construite autour de ce que Poe avait écrit pour notre troisième acte. C'est spécialement le cas avec Le Puits et le Pendule, qui se déroule presque entièrement dans la salle du Puits et du Pendule. Ici, nous avons dû développer toute une intrigue qui menait le jeune héros à ce point. Quand on regarde l'ensemble de vos adaptations d'Edgar Allan Poe, on perçoit une approche nettement psychanalytique. Pourquoi cette influence freudienne? J'étais extrêmement intéressé par les théories de Sigmund Freud. Et j'ai eu la sensation que Poe, au milieu du XIXe siècle, travaillait déjà sur le concept de l'inconscient, comme Freud le fit à la fin du XIXe siècle. Je pense que ces développements culturels et scientifiques arrivent à certains moments de l'évolution de la civilisation, quand ces choses auxquelles personne n'a jusqu'alors réfléchi ou sur lesquelles personne n'a encore travaillé deviennent soudainement un objet d'étude pour un certain nombre de personnes. J'ai donc pensé que Poe et Freud représentaient tous les deux le début du concept de l'inconscient et de la psychanalyse. Il y a une évolution dans votre travail d'adaptation de Poe. Les premiers films sont plus oniriques. Il y a eu des incursions dans la comédie avec Le Corbeau, et il y a eu des films plus réalistes, comme par exemple La tombe de Ligeia. Pourquoi cette évolution ? À partir de Poe et à partir de Freud, j'ai commencé à développer ma propre théorie de l'inconscient. La première théorie, celle la plus importante à mes yeux, est que l'inconscient n'a qu'une notion très floue du monde extérieur. Beaucoup d'aspects de la conscience, c'est-à-dire le fait de sentir, de voir, d'entendre, de percevoir le monde réel, transmettent des signaux, impulsions et sensations à l'inconscient. Mais l'inconscient ne sait pas vraiment d'où ces sensations viennent. J'ai donc déterminé que tout serait filmé en studio, que tout aurait l'air parfaitement artificiel, comme si les images représentaient les sensations de l'inconscient. Nous ne voyons jamais la réalité. Les quelques fois où c'est néanmoins le cas, j'ai trouvé le moyen de représenter une réalité distordue. Par exemple, au début du premier film, le jeune héros arrive à la maison à cheval. J'avais donc besoin de plans extérieurs, mais je tenais à ce qu'ils aient l'air étranges. Il y avait un incendie de forêt sur les collines d'Hollywood, peu avant que le tournage ne débute. J'ai emmené le caméraman, Mark Damon, qui jouait le jeune homme, et un cheval, et nous avons filmé ces derniers à travers les arbres calcinés. J'ai ainsi obtenu un plan extérieur particulièrement insolite et irréel. Jusqu'au dernier film, La tombe de Ligeia, j'ai donc quasiment toujours filmé en intérieur pour obtenir ce monde artificiel. Peu avant ce dernier film, j'avais le sentiment de me répéter. J'ai alors introduit des éléments de comédie avec Le Corbeau et dans quelques autres films, et je me suis dit, je crois toujours à ma propre théorie de l'inconscient, mais j'en ai marre. Je vais la mettre de côté, je vais aller dans le monde réel, je vais tourner en Angleterre, et je vais filmer la campagne anglaise à la lumière du jour.
Voilà, Roger Corman, interviewé par Nicolas Stanzik, le spécialiste de la Hammer, depuis Strasbourg. Alors Pierre Sange, vous dont on vient d'entendre l'adaptation sur France Culture d'une des nouvelles les plus psychanalytiques de Edgar Poe, La chute de la maison Usher, comment vous trouvez les propos de Corman? Oui, il y a plein de choses intéressantes. Peut-être que Freud, c'est pas ce que je retiendrai en premier. Je parlerai plutôt, par exemple, du format. J'ai l'impression que, en tout cas pour ce qui me concerne, le format de la nouvelle de Poe en général et celle de Usher en particulier, c'est très adapté à la radio parce que on a des formats assez courts, on dépasse pas l'heure. Donc là, au contraire, on est plutôt dans un format qui est assez adéquat. J'avais peut-être aussi envisagé de prendre des nouvelles plus courtes, d'en prendre peut-être 2 ou 3, puis de les combiner, ça c'est aussi possible. Mais l'avantage, en restant à l'intérieur de la maison Usher, c'est qu'on garde cette unité de lieu qui peut être très importante et très intéressante dans le rendu d'une nouvelle de Poe. Corman parlait de ces tournages en intérieur, de ces tournages en décor qui mettent un petit peu à l'écart une réalité qui serait trop réaliste, qui serait trop naturelle au premier degré, comme ça. Et je pense que là, c'est vraiment un trait intéressant. Ça me faisait penser un petit peu à ce que dit par ailleurs Jean-Baptiste Toré sur Le bal des vampires de Polanski, où il explique que Polanski arrive à tourner des extérieurs comme des intérieurs. Et dans les nouvelles de Poe, on a parfois aussi cette impression-là que les extérieurs sont des intérieurs. Ils sont enclos d'une certaine façon, par la nuit, par la forêt, par des artifices ou par une façon d'écrire la chose. Voilà. Et donc, on retrouve un petit peu ça dans ces nouvelles. Et pour moi, La Maison Usher, c'est un petit peu le modèle parfait de cet intérieur dans lequel tout va se dérouler. Parce que non seulement c'est un lieu, mais c'est aussi un personnage. Xavier Mauméjean. Cette notion d'inconscient et d'intériorité, je pense qu'elle est présente chez Poe, mais effectivement pas via Freud. Il a trouvé le chemin de l'intérieur tout seul. Et il y a par exemple une nouvelle qui est très belle et qui n'a pas été traduite par Baudelaire, qui s'appelle L'enterrement prématuré. Elle a fait l'objet d'une traduction par Félix Rabe, et qui est effectivement un homme donc enfermé, clôturé dans un cercueil, et qui effectue sur lui-même processus de découverte, et au fur et à mesure qu'il avance à l'intérieur de lui, c'est marrant parce que justement l'intérieur s'extériorise. Il y a des plages, une nuit fantastique, des créatures ailées, on ne sait pas si c'est des anges ou des démons, et tout cela est à la fois extrêmement fantastique et particulièrement rationnel. Michel Murger. Moi, je dirais qu'il faut faire attention de ne pas projeter notre connaissance de la psychanalyse dans le passé. Je dirais plutôt que pour moi, Poe est le parrain du dédoublement littéraire. Alors évidemment, on pense à William Wilson, mais aussi à Usher, parce que Usher, c'est un être double. C'est à la fois un grand intellectuel, mais aussi un artiste, un visionnaire. Donc chez lui, les personnages sont en général doubles. Et par ailleurs, par rapport au cinéma, faut pas oublier une chose, c'est que dans les années 1910, c'était les Français qui ont réalisé le plus grand nombre de films adaptés des œuvres d'Edgar Poe. Et il y a notamment la première femme réalisatrice qui s'appelait Alice Guy Blaché, qui a tourné en 1913 Le Puits et le Pendule. Et la même année en Allemagne, Stellan Rai a réalisé L'étudiant de Prague, dont le scénariste, le sulfureux Hans Severs, dont on va parler tout à l'heure, tout en construisant un décor à la Hoffmann à partir de Prague, a eu recours au conte de Poe, William Wilson, pour montrer un cas de dédoublement, et c'est sans doute le premier dédoublement cinématographique que l'on connaisse, la fameuse scène du miroir où l'étudiant, avec son pistolet, veut tirer sur son double et se tue lui-même. C'est sûrement le point de départ, je dirais, de ce qu'on peut considérer comme chez Corman, comme le point d'arrivée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le cinéma a une grande importance pour la réception de Poe, parce que c'est d'abord le rapport à l'illustration. Vous savez que Poe est l'auteur qui a été le plus illustré mondialement. Donc finalement, il y a un côté visuel, et le plus grand illustrateur quantitativement, c'est Alfred Kubin, qui a illustré 7 recueils des contes d'Edgar Poe. Donc j'ai l'impression qu'il y a un rapport chez Poe au visuel. Et ça fait partie, à mon avis, d'un de nos grands centres de discussion ce soir, parce que j'ai l'impression que la notion de visuel est très liée, chez lui, à la notion d'inconscient. Rendre l'inconscient conscient et visuel, c'est peut-être un des grands apports de Poe à ce fantastique en constitution. Alors Pierre Sange, là, effectivement, on évoquait les adaptations cinématographiques de Poe, de Jean Epstein à Roger Corman, en ce qui concernait notamment
la maison Usher. Mais alors là, il faut arriver par la radio à rendre sensible cette espèce d'univers qui est d'abord d'emblée un univers visuel. Quand le cavalier arrive auprès de la maison Usher, il y a une espèce de climat de plomb qui s'instaure, il y a cette espèce d'horreur qui suinte, mais là on est dans le visuel, donc il faut arriver à l'écrire. Et puis alors après, il a des hyperesthésies, ce pauvre Roderick Usher, c'est-à-dire que ses sens sont exacerbés comme tout bon décadent, comme tout bon fin de race et ultime aboutissement d'une lignée, aussi prestigieux soit-il. Il a des hyperesthésies, ne supporte pas trop de lumière, trop de bruit, et là il joue de la guitare. Alors là aussi, il y a une dimension acoustique dans cette Pierre Sange, dans cette œuvre. Oui, vous avez dit tout ce que je voulais dire. Ah bon. Non, effectivement, à première vue, si j'ose dire, la Maison Usher, c'est un livre voyant qui se voit, qui ne cesse de parler de regard. Et c'est d'ailleurs intéressant quand on travaille sur une adaptation, c'est presque comme un travail de traducteur. On rentre vraiment à l'intérieur des mots, on regarde la traduction. Là, vous êtes allé au texte américain, vous avez fait confiance à Baudelaire Charles. J'ai fait confiance au début à Baudelaire Charles, et puis je m'en suis un peu détaché parce qu'enfin peut-être traduit en Baudelaire. Musicalité dans l'américain qui est pas. Voilà, on pourra parler peut-être de traduction tout à l'heure. Garpo est traduit en Baudelaire. De problèmes de traduction avec ce célèbre fuligineux d'ailleurs qui apparaît au tout début. Deux fois. Voilà, qui est complètement hors sens et puis qui sonne étonnamment. Comme le fonjoïde chez Lovecraft. Qui reprend un pot d'ailleurs. Oui, c'est le même verre de champignons. Oui. Donc je disais, effectivement, Usher apparaît comme une nouvelle où la vision est très importante. On ne sait, il y a une injonction à la fin de Usher. Il demande à son compagnon de regarder sans cesse. Mais heureusement, c'est une nouvelle aussi acoustique qui repose sur des jeux de sons et surtout à la fin, le dénouement par cette lecture, cet emboîtement, cet enchâssement d'un texte dans l'autre, cette lecture, ces différents niveaux de réalité qui se parasitent l'un l'autre. Par quoi? Par le son. Et c'est d'abord par le son, par des bruits que Madeleine Usher revient à la vie. Enfin, elle n'est pas morte, mais elle revient à la vie. Et c'est par le son que tout ça s'exprime. Si on ajoute à ça la musique, que Roderick Usher est effectivement un musicien, voilà, ça en fait quand même une nouvelle assez faite pour la radio quand même. Alors après le problème d'adaptation des choses qui sont un petit des éléments qui sont un peu plus visuels, ça, c'est toujours un petit peu le même. Soit on le traduit par des sons, on cherche des équivalents, soit ça passe par la parole. Et comme malgré tout on a une langue entre la traduction et l'original, on a quand même une langue qui est assez forte malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on a pu en dire ici ou là aux États-Unis ou en France. Il y a quand même un rendu de cette langue qui peut passer par la conversation, par le dialogue. Michel Berger. Le son est central parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand on relit la nouvelle, on se rend compte que le narrateur est en train de faire la lecture pour calmer son ami Roderick Usher. Or, qu'est-ce qui se passe? Il le berce. Il veut le bercer, mais manque de chance, les bruits qu'on entend correspondent exactement à la description. Il est question d'une porte d'ermite enfoncée, d'un râle de dragon, d'un choc de bouclier, et en réalité, l'hypersensitif qu'est Usher, lui, comprend ce qui se passe. Ce sont les premiers sons du réveil de sa sœur dans la tombe. Le bruit, effectivement, du râle du dragon, c'est quand sa sœur réussit à sortir de la tombe. Donc, finalement, de même que William Legrand a déchiffré le cryptogramme du scarabée d'or, Roderick Usher décode le sens des rumeurs. Donc, finalement, c'est centré sur le son. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est une des nouvelles de Poe où finalement le son joue le plus grand rôle, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des nouvelles, le son a tout de même sa place. Je pense par exemple à Hop Frog, où on entend le grincement des dents du fou qui manifeste d'une certaine manière, qui annonce ce qui va se passer. Donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu chez Poe à la fois avec le visuel et avec le sonore, ce qui a permis effectivement à la fois à des compositeurs, à des illustrateurs, à des cinéastes de pouvoir apporter effectivement leur capacité à l'interprétation de Poe. Au fond, c'est un artiste complet. Pierre Sange. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce jeu justement sur l'hypersensibilité, l'exacerbation des sens, parce que Poe peut jouer dans sa nouvelle entre des sons ou des visions qui sont exacerbées, qui sont très puissantes, mais en même temps cette nécessité pour Roderick Usher, pour éviter d'être malade et pour éviter d'en mourir, d'apaiser. Donc tout se passe en même temps aussi, parfois dans une sorte de pénombre visuelle et acoustique, si j'ose dire, sans laquelle il ne pourrait vivre. Donc c'est très intéressant dans cette nouvelle de voir d'être un petit peu sur ces deux paliers.
on a une sorte de murmure, de fond ronronnant qui n'est pas si confortable, qui est un petit peu, qui est une sorte de source de malaise, mais parfois, et surtout à la fin, des flashs qui heurtent la sensibilité de Sir Roderick Usher et qui, à travers lui, nous frappent, nous. Donc on retrouve là cette idée chez Poe qui est d'exercer un effet, et parfois un effet unique sur un lecteur, et d'être très puissant dans cet effet-là. Xavier Mauméjean ? De même, dans, par exemple, le système du Dr Goudron et du Professeur Plume, on va en parler bientôt. Je reprends justement l'élément musical qui a été soulevé. La suspicion de folie dans la nouvelle est écartée justement par Mademoiselle Eugénie qui joue admirablement bien une composition musicale et donc elle est saine d'esprit. Là aussi, l'élément musical vient appuyer ou contredire ce qui est effectivement dit par les mots. Alors on va continuer notre découverte des adaptations de Poe par France Culture. Et avant cela, Michel Murger, vous aviez donc à nous proposer une adaptation d'Usher, un travail romanesque à partir de la maison Usher. Oui, effectivement, il y a eu de nombreux travaux et il y a eu effectivement un écrivain britannique qui s'appelle Matthew Phipps Shield qui a réalisé un petit roman qui s'appelle La Maison des Bruits, dans lequel la maison Usher est transposée dans les îles du nord de l'Écosse. Le personnage, effectivement, de Harco Harfager est un Usher effectivement adapté à la décadence. Le premier état du roman date de 1896 et donc on a une ambiance à la Des Esseintes, c'est-à-dire qu'effectivement c'est entre Usher, Des Esseintes, ce personnage est un grand lecteur. D'ailleurs, c'est une chose qu'on n'a pas soulignée, mais tous ces gens-là, tous ces esthètes à la Poe sont des très très grands lecteurs. Et même Dupin, le détective, sa seule richesse, ce sont les livres, dit Poe. C'est-à-dire que finalement, il se prive du quotidien pour acheter des livres. Donc le livre est central chez Edgar Poe, et pas n'importe lequel. La description de la bibliothèque de Usher est assez exceptionnelle en elle-même. Donc finalement, on a l'impression que les écrivains comme Shield et d'autres on étire d'une certaine manière des significations sans les changer fondamentalement. C'est-à-dire qu'on reprend cette idée du grand esthète caché dans une espèce de thébaïde lointaine, ça peut être Lovecraft une montagne. Et bien exactement, Lovecraft s'en souviendra d'autant plus que dans son essai consacré au fantastique, il a quelques pages absolument dithyrambiques sur Edgar Poe, et je crois qu'effectivement, cette notion de ces solitaires, on la retrouve notamment dans les premières nouvelles de Lovecraft. C'est-à-dire dans les premières nouvelles, on a des esthètes qui s'enferment pour se livrer à leurs évocations nécromantiques dans des espèces de lieux clos, avec la belle bibliothèque, et n'oublions pas que le Necronomicon sort aussi de cette fascination pour les livres rares et abscons d'Edgar Allan Poe. Donc, partout, qu'on le prenne dans n'importe quel sens, tout vient d'Edgar Poe. C'est-à-dire qu'on peut dire que le créateur du fantastique moderne, c'est un homme qui vivait effectivement au 19e siècle et qui finalement a une telle influence qu'à la limite on pourrait passer des soirées entières de mauvais genre à essayer de la décrypter. Alors j'évoquais en ouverture d'émission donc un superbe album Matotti Lou Reed qui est l'édition illustrée donc des paroles du livret de ce grand spectacle sur Poe conçu par Lou Reed, spectacle dont la bande son a été éditée et on écoute donc un extrait de Raven de Lou Reed. Le morceau s'appelle Hopfrog. Chanté par David Bowie dans l'album de Raven. Alors, Xavier Mauméjean, donc vous avez signé plusieurs adaptations, Hopfrog, le système du Dr Goudron et du Professeur Plume, et le Scarabée d'Or. On va d'abord parler d'Hopfrog, qui est une anecdote historique rapportée par Froissart, et qui, peu de temps avant que Edgar Poe écrit son texte, voilà, le Bal des Ardents, avait été évoqué dans un ouvrage américain. Donc là, Hopfrog, c'est une histoire tout à fait singulière, mais qui rattache Poe plutôt à l'univers, je dirais, du roman historique, parce que ça aurait pu être une scène à la Dumas, ou à la Hugo. Oui, tout à fait. Donc, Hopfrog part effectivement d'une source journalistique américaine, et justement j'aimerais en profiter pour revenir sur un point qu'on a finalement peu évoqué, c'est que Edgar Poe est américain et que c'est un sens extrêmement important parce qu'il commence à écrire à une époque où on n'écrit pas aux États-Unis, du moins on n'écrit pas de fiction de type européen. Il y a beaucoup de feuilletons d'aventure, etc. Il y a beaucoup de manuels techniques, il y a une nécessité d'une écriture pratique.
on lit ce qui arrive d'Europe, mais c'est la côte Est, c'est New York, c'est Boston, et Edgar Poe va inventer un fantastique rationnel, parce que finalement, quand on lit un maximum des récits d'Edgar Allan Poe, les fins ne sont pas surnaturelles. Toujours une explication plus ou moins recevable. Comme dans le gothique. Oui, voilà, absolument. Et donc, moi, j'ai voulu, effectivement, à partir de ces 3 pièces, montrer d'abord un journaliste en action, quelqu'un qui enquête beaucoup, qui lit beaucoup, qui compile, qui recueille, qui interviewe. Ça c'est impressionnant. Par exemple, pour Goudron et Plume, ça relève de l'entretien. Donc on a affaire à un homme moderne, une plume moderne, et qui se réapproprie l'histoire, souvent de l'Europe, mais à la destination d'une nation jeune qui est les États-Unis. Donc avec une écriture que là aussi on a tendance à oublier puisqu'on la lit par le filtre principalement Baudelaire, une écriture qui est souvent incisive, moqueuse, précise, et qui est loin en fait du baroque ou du gothique européen, très loin. Donc il faudrait faire très attention. Et je pense que Hopfrog, à travers la farce, la grandiloquence, la démesure et le tragique. Donc c'est l'histoire, on peut le dire, d'un bouffon, voilà. dont la compagne a été insultée par le monarque, et qui se venge en justement faisant jouer au monarque le sort un jour de carnaval un rôle terrible, c'est-à-dire que le monarque et ses ministres s'habillent en singes avec de la poix et du lin, et puis après le bouffon se débrouille pour les enchaîner, les hisser et les incendier. Et ça, c'est tiré d'une anecdote de l'époque de Charles VII, renvoyant au bal organisé par Charles VI en 1393. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y greffe effectivement un gnome difforme mais puissant, une miniature, une jeune fille petite mais admirablement proportionnée, mais il donne à tout cela une ambiance grotesque et finalement réaliste. On est loin, par exemple, de la créature du fantastique européen contemporain qui serait surnaturelle. Ce sont littéralement des gens déguisés et enchaînés. Ce n'est que de la poix et du lin. Par contre, l'horreur est réelle. Mais justement, elle est d'autant plus que elle est possible. Alors, dans ce texte de Poe, Xavier Mauméjean, il y a pas de dialogue, ou très peu. Il y a un ton de moralité. On a l'impression de lire une moralité, un conte noir qui sera en même temps une moralité. Vous avez été obligé, donc, vous, de créer du dialogue, et puis surtout de faire remonter un petit peu le temps pour expliquer comment le bouffon est là, et puis alors en fait faire arriver. Voilà, j'ai utilisé quelques lignes de dialogue du Roi Peste, donc d'Edgar Poe, autre nouvelle, où il est question d'un roi qui revient, donc ça collait très bien. Et puis, il fallait faire parler en fait ces ministres qui sont autant de valets, de potiches. Donc, il fallait faire éclater ce qui se trouve en dialogue, en récit continu, en un dialogue diffracté. Mais c'est marrant parce que ça s'y prête très bien. Je sais pas pour la Maison Huchard, mais une sorte de telle dynamique que en relisant les nouvelles en vue de les adapter, je ne me souvenais pas que ce n'était pas en dialogue. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression, j'avais l'impression que ce que j'avais lu il y a quelques années était des dialogues, tellement la parole est vive. Et première personne. Voilà. Comme les images sont fortes aussi, il peut y avoir un ton de confidence aussi entre dans la narration qui peut donner lieu à des dialogues, mais des conversations comme dans la Maison Huchard qui sont un peu apaisées ou qui sont ou pesantes d'ailleurs. Oui, le point de départ, c'est un thème romantique style Le Roi s'amuse de Victor Hugo, la vengeance du bouffon. Mais il en fait quelque chose de très différent, et il fait quelque chose de très différent aussi de l'anecdote de Froissart, parce que chez Froissart, c'est le bal des sauvages. Ce sont des sauvages qui sont brûlés. Alors que chez Poe, ce sont des orang-outans, type de l'orang-outan qu'on retrouvera dans Double assassinat de la rue Morgue. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un glissement vers l'exotisme, et non seulement un glissement vers l'exotisme, mais il y a différents niveaux. D'un côté, l'orang-outan en malais, c'est l'être humain. Voilà, mais il y a la notion de bestialité qui est fondamentale chez lui, qu'on n'a pas dans l'homme sauvage. Ce sont quand même des hommes, alors que là, ce sont effectivement des grands anthropoïdes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les différents niveaux de la nouvelle. Il y a bien entendu le rapport au gothique. Il faut pas oublier que Poe a passé tout de même 5 ans de sa vie en Écosse et en Angleterre, qui ont dû être des années formatrices.
à l'époque où il a dû connaître le roman gothique d'ailleurs. Et je crois qu'il y a autre chose aussi. Les biographes ont souligné le rapport entre ce tyran, ce monarque qu'on voit souvent dans son œuvre, et John Allan, son père adoptif, qu'il détestait, avec lequel il s'est opposé. Et je crois que quelque part, donc, il y a à la fois des rapports très intimes avec la vie donc d'Edgar Poe, mais aussi une tentative d'adaptation de vieux thèmes à une certaine modernité. Oui. On n'a pas assez souligné le côté journalistique chez Poe. Faut pas oublier Là, qu'il a c'est une publié chronique. plusieurs grands canards de l'époque, notamment son histoire du franchissement de l'Atlantique en très peu de temps. À l'époque, toutes les foules new-yorkaises se pressaient dans la rue pour apprendre ça. Je crois qu'il y a un côté sensationnaliste, journalistique chez Poe qu'il faut pas négliger, qu'a complètement laissé tomber Baudelaire, parce que Baudelaire en a fait un poète maudit qu'il n'était pas. C'est un homme qui arrivait à ces périodes fastes à bien gagner sa vie, et finalement, c'est tout sauf un solitaire. Au fond, on a fait d'Edgar Poe ce qu'on a fait de Lovecraft, le solitaire de Providence ou le solitaire de Baltimore. C'est pas ça du tout. Je crois que c'était des gens, aussi bien Lovecraft que Poe, qui avaient plusieurs cordes à leur arc, et c'est cette polysémie qui fait leur intérêt et leur avantage. Oui, il pouvait Pierre écrire Sange. des nouvelles d'après des faits divers. Et il faut pas oublier qu'il était astronome amateur, qu'il était fasciné par les développements de la technologie, notamment le ballon a une grosse importance dans son œuvre. Oui. On continue notre découverte de l'univers musical inspiré par Edgar Poe avec une œuvre du compositeur contemporain allemand Hans-Peter Kiburtz, une œuvre qui s'appelle Maelstrom, inspirée, comme de bien entendu, par la descente dans le Maelstrom. Hans-Peter Kiburtz, inspiré par la descente dans le Maelstrom d'Edgar Poe. Alors maintenant, une autre nouvelle, alors absolument extraordinaire, donc que vous avez adaptée, Xavier Mauméjean, et qui sera diffusée le 26 décembre à 20h. Retenez vos places. C'est le système du docteur Goudron et du professeur Plume qui est déjà grand guignolesque. Combien de temps avant? Ah mais tout à fait, c'est même du slapstick. Oui, Edgar Poe invente un genre, le détruit en même temps. C'est assez remarquable. Alors une fois de plus, On va raconter l'histoire. Oui, alors un jeune Américain, souvent le narrateur chez Un Edgar jeune Poe, Américain. dès qu'il est en Europe, c'est un jeune Américain, est en visite dans le sud de la France et par l'intermédiaire d'un ami, il se rend dans une clinique perdue au fond du pays, dirigée par le docteur Maillard. Et donc tout se passe bien. Bon, il faut dire que le jeune visiteur est un peu innocent. Il ne voit pas ce qui se passe, n'entend pas non plus trop ce qui se passe, et il va très vite se rendre compte qu'il est dans une espèce de farce où les fous ont pris la place des gardiens, des surveillants, et donc il va assister plus ou moins passivement et parfois même complice à l'extension de la folie hors des murs de l'asile, avant que tout finit bien, la police réprime. Alors, ce qui est amusant dans cette nouvelle, c'est que il y a deux choses. Tout d'abord, un énorme travail journalistique. Poe s'inspire d'un article qui a fait date en plus dans l'étude de la clinique, un article de Willis qui est paru en 1845, où l'écrivain américain faisait état de ce qu'il avait vu dans un asile à Palerme, où le directeur de Palerme il avait dit mais je suis le premier des fous. Bon, et puis surtout Poe a lu Dickens, a rencontré Dickens qui lui aussi s'intéressait à la chose clinique, et il va retenir de tout ça, alors non pas un conte noir profond comme peuvent l'être par exemple l'enterrement prématuré dont on a évoqué tout à l'heure et qui porte sur la folie, mais une authentique farce, on en rit beaucoup, et je pense aussi une forme d'autoparodie. Par exemple, on a droit à, là il s'agit de Mademoiselle Eugénie, à la jeune femme belle et pâle qui doit avoir un demi-litre de sang dans le corps, pas plus, qui joue du piano, etc. Mais là, elle est sinoc, elle est même pas folle. Folle, c'est trop romantique et charmant. Elle est raide dingue. Et je pense qu'il y a un grand rire, une sorte de rire libérateur, alors que Frog est une farce, mais grinçante. Jusqu'à d'ailleurs l'appuyer par le grincement de Frog, dents, c'est une vengeance, quoi. Voilà. C'est une humiliation suivie d'une vengeance. Tandis que là, bon, c'est de la Puis alors farce. là, Xavier Mauméjean, c'est là où l'écrivain doit justement arriver à faire sentir que quelque chose va et ne va pas dans le discours du docteur Maillard. Ah oui, Mais alors. parce qu'il faut quand même arriver à dire, oui, on est dans un cadre médical, clinique, donc tout va très bien, les fous, les médecins, mais on doit peu à peu commencer à réaliser que
ça se déboîte et ça se dégonde. Il y avait une chance là, par contre, c'était le Comment registre vous faites, français, le registre clinique français, dont qu'on peut utiliser parce qu'il est extrêmement riche, par exemple, des anomalies humaines, des divergences naturelles, etc. Le registre clinique français est tellement pontifiant à l'époque qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ah oui, donc, vous voilà, c'est l'effet de fiction du discours il est scientifique. extrêmement L'ambiance à la Charcot. Oui, tout à fait, mais et encore un Charcot sans public, un Charcot qui s'écouterait parler. Et donc j'ai pu utiliser ça pour faire copier. Bon, j'ai aussi fait comme Edgar Poe, c'est-à-dire que j'ai fait des emprunts. Et par exemple, j'ai utilisé une phrase de Pascal. Le monde est un hôpital de fous, donc tout le monde se jette ça au visage. Quelqu'un répond je pense donc je suis, mais que suis-je de ce que je pense. Mais bon, c'est pas dans le texte de Poe, mais comme Poe lui-même n'hésitait pas à utiliser, je pense que c'était une sorte d'hommage ou d'adaptation. Michel Margère. Au fond, le médecin est un tyran. Il y a le roi chez lui, mais il y a aussi le médecin, qui est une forme de tyran. Et au fond, qu'est-ce qu'on lui fait subir? On lui fait subir ce qu'on fait subir aux gens dans ces espèces de farces carnavalesques états-uniennes, que sont effectivement ces jets de plumes, on roule les gens dans le goudron, c'est le goudron et les plumes. Il y a un côté, moi je dirais, de carnaval européen transposé. C'est-à-dire que quelque part, ces grandes fêtes, ces défoulements ludiques du carnaval européen parce que Poe est du Sud se aussi, trouvent. Et justement, voilà. c'est important qu'il soit du Sud parce que le Sud, il y avait toute la tradition en Virginie, la tradition d'une vieille société européenne qui s'était greffée donc sur cette société coloniale. Et donc il y a un passé. Quand on dit les Américains n'ont pas de passé, ça m'a toujours fait rire. Ils ont, disons, des passés additionnés. C'est-à-dire qu'ils ont les passés européens et notamment dans le Sud transposés. La Nouvelle-Orléans, il y a toute une culture extrêmement ancienne. Et donc je pense que chez Poe, il y a une espèce d'addition de différentes cultures. Il y a cette tradition coloniale, mais il y a aussi la tradition britannique. Il y a aussi la tradition autochtone qui se greffe dessus, c'est l'époque aussi d'Hawthorne, c'est-à-dire que on a l'impression que quelque part on assiste à la création d'une culture américaine à partir d'éléments autochtones, d'éléments donc natifs et aussi d'éléments européens transposés. Et Poe, c'est un bon exemple de cette synthèse réussie, je dirais. Tout à fait, c'est effectivement ça, c'est la création d'un imaginaire américain. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple pour Plume et Goudron, il va y avoir un retour via François Longelier des éléments que vous aimez, comme le Grand Guignol, puisque le Grand Guignol va adapter plusieurs fois la pièce. Et puis aussi oui, tout à fait. Et en 1912, sous pseudonyme, Robert Sardou, en fait, Maurice Tourneur va l'adapter au cinéma. Pierre Sanche, une de vos nouvelles fétiches, ça, Oui, Goudron. Oui, bien sûr. Je voudrais dire plein de bêtises sur la couleur blanche allez-y. Cette émission est faite pour ça. La couleur blanche de l'hôpital ou de la clinique enfin la couleur blanche qu'on retrouve après dans Pym, et puis qui se retrouve un petit peu plus tard, par hasard ou pas par hasard, chez Melville. Mais plus sérieusement, peut-être parler du discours. On parlait tout à l'heure du discours scientifique, médical, qui devient, à force d'extravagance ou de précision, un discours littéraire. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on retrouve chez Poe, cette idée d'arriver à construire quelque chose qui nous apparaît comme très extravagant ou grotesque ou arabesque ou fantastique, mais avec une volonté analytique derrière, une volonté rationnelle, et avec cette idée aussi que il l'écrit quelque part, le nouveau, ce n'est que la combinaison de quelque chose qui est là potentiellement. Voilà, cette idée de la combinaison, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de construire quelque chose d'hors norme peut-être, mais à partir de quelque chose d'abord d'une pensée qui est une pensée humaine. C'est un petit peu aussi comme la maison la maison Usher, qui est ce qu'elle est uniquement parce que les pierres sont dans telle ou telle combinaison. On retrouve aussi peut-être un goût pour les anagrammes. On a voulu faire de Poe. On va parler d'anagrammes. Donc le système du docteur Goudron et du professeur Plume, donc réalisé par Michel Sidorov et adapté par Xavier Mauméjean, c'est sur France Culture le 26 décembre à 20h. Et on termine avec vous, Xavier Mauméjean, avec le Scarabée d'or. Alors autant évidemment Hop Frog
Frog, d'ailleurs dont le réalisateur, on a pu se rendre compte en écoutant le 29 novembre, a essayé de reproduire les espèces de démarches un peu 4 et 3 font 7, là, une démarche chaloupée et un peu de crapaud. Autant Hop Frog, avec ce récit historique, cette espèce de vengeance du bouffon qui est très forte, autant le système Goudron-Plume, là, qui est quelque chose en même temps de grand guignolesque, de spontanément théâtral. Alors le Scarabée d'or, comment faire passer, on pourra l'entendre bientôt sur France Culture, comment faire passer le 6 décembre à 16h30, comment faire passer toute la logique, la démarche de décryptage et d'analyse. Là, c'était particulièrement difficile, mais bon, j'ai eu la chance d'écouter la réalisation de Myron Merson, et déjà, il a su rendre quelque chose qui était extrêmement important pour la nouvelle, qui était l'ambiance du Sud. On retrouvera ces contes qui tendent même vers Mark Twain, une sorte de calme, de nonchalance qui était très très bien rendu. Et concernant le cryptage, oui, effectivement, il était pas possible d'asséner à l'auditeur de France Culture 4 pages de code telles qu'elles apparaissaient. Donc en fait, il fallait donner un exemple qui était très important, qui était le cryptage pour retrouver la lettre E, puisque ça permettait après de dévider toute l'histoire du message secret, du capitaine Key, de la carte au trésor, etc. Mais il fallait couper dans l'exposition de l'énigme. Donc il suffisait de dire des choses, par exemple, je sais pas moi, 24, 32, et ainsi de suite. Vous avez compris, mon cher ami, mais évidemment, seul un esprit faible ne pourrait pas arriver à cette conclusion. Voilà. Mais surtout, ce qui est très agréable. C'est en même temps un roman d'aventure, donc et voilà, on entendra qu'il y a un côté conradien. Voilà, mais c'est de souffrance. Voilà, puis c'est en fait c'est une sorte de dilettante qui va tromper son ennui en cherchant et trouvant pour une fois un trésor, parce qu'il le trouve, et mais en même temps, on sent Stevenson, qui avait d'ailleurs reconnu sa dette dans l'île au trésor par rapport au Scarabée d'or. Et là, par contre, c'est un enchantement. Là, on a traversé peut-être 3 paysages secoués plus ou moins par la folie. Là, c'est une sorte de promenade. D'ailleurs, c'est littéralement une promenade très agréable avec des sons du sud. Michel Murger. Oui, le Scarabée d'or, on peut dire que c'est l'alliance du hasard et de la rationalité. Et qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? C'est la vision. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, le grand dit, sans l'idée fixe dont j'étais possédé, je n'aurais rien trouvé. Ça, c'est important, parce que ça nous éclaire sur le sens de la créativité chez Poe. C'est-à-dire que chez lui, il y a à la fois la super rationalité et en même temps, ce qu'on pourrait appeler le coup de bol, quelque chose qui tombe, qui arrive par hasard, et donc c'est quelque chose, il y a quand même un côté acrobatique chez lui qui est assez extraordinaire. Moi je trouve que c'est assez unique dans ce type de littérature, c'est arriver à construire par la rationalité quelque chose qui échappe à la rationalité. Je tire mon chapeau, mon haut de forme à Edgar Allan Poe. Voilà, c'est écoutable sur France Culture le 6 décembre, donc à 16h30, c'est-à-dire demain, Myron Merson, Xavier Mauméjean, à l'assaut du Scarabée d'or. Maintenant, on va parler un petit peu de ce texte d'Edgar Allan Poe. Ça, c'est une grande nouvelle. Signé par Hans Heinz Severs. Mais avant cela, Michel Murger, je vous ai mis un petit cadeau. Vous connaissez bien sûr le compositeur de musique contemporaine américain John Adams. Oui. Voilà, bon. Eh bien, trouvez-vous que John Adams est un jour tombé sur un livre qui fait vos délices, de même que toute la collection à l'intérieur de laquelle il s'insère. C'est le Guide de la Provence mystérieuse, paru dans les années 50 chez Chou. Oui. Et John Adams, donc, personnage musique répétitive, compositeur extrêmement savant, est tombé sur ce Guide de la Provence mystérieuse chez Chou. Et il en a conçu une rêverie durable. Je crois même qu'il est allé en France, enquêter même, alors là, ça vous touche d'encore plus près, dans la région du Gévaudan, là où rôde la bête célèbre. Il est allé donc dans cette province, et après cette lecture, cette rêverie générée par le Guide de la Provence mystérieuse, eh bien, il a écrit une œuvre qui s'appelle Guide to Strange Places, guide pour des endroits étranges, et on en écoute quel programme. Un extrait.
Réaction, Michel Murger. Oui, c'est très impressionnant et ça va tout à fait dans le sens de ce dont on discutait. On a cette impression finalement que, au fond, le point de départ, effectivement, souvent d'une œuvre importante, ce sont des choses qu'on trouve dans le bac d'une solderie ou des choses comme ça, parce qu'il fallait quand même le trouver, ce livre. Hein. Surtout quand on s'appelle John Adams, qui est quand même pas un personnage voué à rencontrer ce type de livre. Alors, Hans-Heinz Evers, conteur génial, ça, donc Edgar Allan Poe, essai aux éditions Le Visage Vert. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut préciser, il faut le commander tout de suite sur le site visagevert.com, parce que il y aura de la difficulté, j'ai l'impression que ça va être très vite Envoyez vos ribs. Acheter, voilà. Il s'agit du fragment d'un projet plus vaste où, à partir de Poe, Evers entendait démontrer les fonctions créatrices des drogues et de l'alcool. Alors ça, c'est un plaidoyer pro domo parce que je crois que c'est l'Européen qui a le plus consommé de drogue dans toute son existence. Pensez que quand c'était un jeune homme, il connaissait déjà le peyote. Alors, finalement, chez lui, c'est l'idée que, au fond, il veut légitimer ses goûts particuliers pour la drogue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que sa traduction du Corbeau, qui se trouve d'ailleurs dans le volume publié effectivement par les éditions du Visage Vert, a été faite sous influence de l'alcool. Et donc, il est passé aux travaux pratiques. Il a essayé de démontrer ça. Alors, je ne dirais pas que la traduction est renforcée par l'alcool, je crois pas, mais c'est intéressant ce climat décadent, parce que bien entendu, Evers connaissant bien le français, on pense tout de suite à la France, on pense à l'influence des symbolistes et des décadents, et notamment, bien entendu, d'à rebours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'influence de Poe dans la littérature fantastique allemande. Alors, dans le Visage Vert, là, la revue, le numéro 16, j'ai publié une très longue étude sur les sorcières dans la littérature allemande, où je parle du grand rival d'Evers, qui s'appelait Strobel, qui a publié un grand nombre de nouvelles, et il explique dans ses mémoires, j'ai eu deux grands maîtres quand j'étais jeune, d'abord Hoffmann, mais ensuite Edgar Allan Poe, et on peut donc suivre effectivement le parcours dans la réception d'Edgar Allan Poe en Allemagne. Je crois que les deux pays qui, outre les États-Unis et l'Angleterre, ont été le plus influencés par Edgar Allan Poe, ce sont la France, évidemment, mais l'Allemagne, puisqu'à l'époque, les Allemands étaient très au courant et très à l'écoute de ce qui se faisait en France, ont traduit assez vite Villiers de l'Isle-Adam, et donc, on a l'impression que finalement ce fantastique allemand, et là dans le cadre du numéro 16 du Visage Vert, donc les sorcières, le thème de la sorcellerie chez Strobel, chez beaucoup d'autres, on a l'impression que quelque part, le point de départ, c'est encore Edgar Poe, avec ses idées de ses états de conscience altérés, de ses problèmes psychologiques, de ses dédoublements. Finalement, l'empreinte d'Edgar Allan Poe sur les littératures européennes ne s'est pas effacée. Alors, Evers parle de l'Alhambra, il y a aussi une visite. Alors, il se trouve, c'est le prétexte effectivement. Voilà, c'est le prétexte de son essai, c'est-à-dire qu'il se promène à travers les jardins de l'Alhambra. Il évoque le bruit que font les fontaines. Là, il est un petit peu élégiaque parce qu'effectivement, l'aspect lyrique, on n'y a pas fait allusion, mais il est tout de même très important chez Poe, la poésie. Les Américains le prenaient d'abord pour un poète. Il ne faut pas oublier qu'il était connu aux États-Unis essentiellement grâce au Corbeau et non pas grâce à ses contes, qui sont revenus de France dans la traduction de Baudelaire et qui l'ont permis de le faire connaître aux États-Unis, mais c'était d'abord pour les Américains un journaliste et un poète. Et donc, on a l'impression qu'Evers, quelque part, l'utilise pour développer toute une série, toute une stratégie, si vous préférez, autour de la drogue, aussi l'esprit, l'artiste comme aristocrate naturel, tout un tas de développements, au fond, autour du personnage plus ou moins imaginaire de Poe, parce que au fond, Poe, tel qu'on le connaît, tel qu'on le reconstitue dans sa biographie, c'était au fond, je dirais pas un Américain ordinaire au niveau de sa vie quotidienne, mais il y avait des dizaines et des dizaines d'écrivains et de journalistes besogneux. Regardez par exemple ces canards sur des histoires de ballons. Il y avait eu quelques années avant le pseudo Herschel, qui était un journaliste du Sun, d'ailleurs le journal dans lequel Poe a publié son histoire, qui avait raconté que le grand astronome Herschel, grâce à un super télescope, avait vu les hommes volant de la Lune, etc. Donc Poe a voulu marcher sur les traces du pseudo-Herschel. Donc on a l'impression qu'il faut tout de même reconstituer ce climat de gros bobards, de ce que Jules Verne appelait le humbug. Et j'ai l'impression que ça joue aussi bien que finalement le lyrisme ou que la fascination pour le double. C'est-à-dire qu'on a un homme à tiroir, c'est une véritable poupée matrioshka au fond, Edgar Allan Poe. C'est-à-dire que c'est un homme à tiroir et à partir de là, on le découvre sans cesse.
Merci Michel Murger. Alors je vais rappeler un peu tout ce dont nous avons parlé ce soir, mais avant cela, plusieurs choses à signaler. D'abord, on va verser 2 larmes, une larme de tristesse avec la mort de Robert Holstock, Xavier Mauméjean. Une grande perte, Immense, on ne va pas se perdre en mots inutiles, mais c'est un homme délicieux, grand écrivain. Oui, ça fait quelque chose. Robert Holstock, que j'ai eu le plaisir de recevoir lors du festival de science-fiction d'Épinal, Voilà. et pour son Codex Merlin, et à qui je recommande très chaudement à tous les amateurs de littérature et d'imaginaire La Forêt des Mitago, que Gilles Dumay vient de rééditer chez De Noël dans la collection Lune d'An, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de littérature fantastique. Je crois que Gilles Dumay va même publier en 2010 une suite d'Holstock. Absolument. Donc il achève le cycle, heureusement. On sera attentif donc à cette parution. Alors là, plutôt joie, c'est Marc-Antoine Mathieu qui avait été notre invité pour Dieu en personne chez Delcourt au début de cette saison. Et bien Marc-Antoine Mathieu vient de recevoir le grand prix de l'association des critiques de bande dessinée. Bravo à lui. Et puis 2 festivals, je voulais signaler. Premier festival à Elvin, festival des littératures populaires. Elvin, c'est dans le Morbihan. Et donc, demain, vous pouvez toujours suivre ce festival consacré cette année à la littérature populaire et à la bande dessinée. Et puis, dans une semaine, le 12 décembre, donc, à Sèvres, le samedi de la science-fiction, festival de SF de Sèvres, organisé par Jean-Luc Rivera, comme tous les ans, notre ami Jean-Luc Rivera, et donc, présent également, Xavier Mauméjean. De tous les coups. Voilà, il est partout. Donc, samedi prochain, c'est le festival de Sèvres. Je rappelle, donc, les diffusions France Culture liées à Edgar Poe. Demain à 16h30, le Scarabée d'Or, Xavier Mauméjean, Myron Merson. Le samedi 26 décembre à 20h, le système du Docteur Goudron et du Professeur Plume, Xavier Mauméjean, cette fois Michel Sidorov. Et puis Michel Sidorov, adaptateur et réalisateur, ce sera le 2 janvier à 20h pour les aventures sans pareil d'un certain Hans Pfaall, les ouvrages dont nous avons parlé. Donc Hans-Heinz Evers, Edgar Allan Poe, essai C'est au Visage Vert, éditeur. Les derniers jours d'Edgar Poe chez Glyph, l'anthologie dirigée par Richard Combalot. Et puis le magnifique et somptueux Lou Reed, Lorenzo Mattotti, donc le livret du spectacle de Lou Reed sur le corbeau et sur Edgar Poe, illustré par Mattotti, c'est au seuil dans la collection Fiction. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Brigitte Mazir, Stéphane Touvenin, Claire Martin-Dugard, Michel Murger et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une émission sur la bande dessinée érotique avec Vincent Bernier et sa collection Erotix.